Bienvenue sur Faminimaliste, le podcast qui parle minimalisme en famille. En solo ou en duo, je partage avec vous méthodes, réflexions et astuces pour vivre une vie concentrée sur l'essentiel et débarrassée du superflu. Je m'appelle Hélène, j'ai 42 ans et mon mari et moi sommes à la tête d'une tribu de 3 petits minimalistes de 11, 13 et 15 ans. Je partage désormais mon expérience du minimalisme ainsi que mon expertise comme home organizer certifié pour accompagner les familles qui souhaitent se débarrasser du bazar chez eux et se concentrer sur ce qui est vraiment important. Aujourd'hui, on plonge dans le tumulte du désir et de la consommation effrénée grâce à une auditrice qui m'a demandé sur Instagram de faire un épisode sur le sujet suivant: comment faire pour arrêter de toujours désirer plus. Vous savez, cette quête perpétuelle de toujours plus. Pourquoi désirons-nous constamment davantage alors même que nous savons pertinemment que nous en avons assez? Il n'y a qu'à voir l'état de certains placards. C'est ce que nous allons explorer ensemble aujourd'hui. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour. J'ai vraiment adoré me pencher sur ce sujet car je trouve qu'on touche vraiment au cœur du minimalisme. Souvent, quand on parle de minimalisme avec des novices, on parle rangement, tri, intérieur épuré, mais le cœur du sujet, c'est notre rapport aux objets. Une maison est minimaliste à mes yeux quand ses habitants ont une consommation raisonnée, intentionnelle et raisonnable. Mais avant d'en arriver là, on a tout un chemin à faire dans nos têtes. Et effectivement, comme notre auditrice a pu le suggérer, il faut notamment réussir à désirer moins. Alors, face aux différentes pressions de la société, comment on fait pour en désirer moins? Avant de sauter direct dans les pistes de réflexion pour résoudre les problèmes, vous savez que j'aime pas parler de solutions dans le sens où j'ai pas la baguette magique, avant de parler de tout ça, il est important de comprendre pourquoi on désire toujours plus, parce que selon les personnes, les raisons sont différentes. Et à mes yeux, on ne peut pas régler un problème si on ne comprend pas les origines. C'est parti pour ma liste des raisons qui font que l'on désire toujours plus. Ne vous inquiétez pas, il y en a quelques-unes, mais je les reprends dans ma fiche méthode que vous pouvez télécharger en description. Donc n'hésitez pas à poser, à télécharger et peut-être ensuite à ticker sur la liste ce qui vous correspond le mieux. À vous de voir, ou alors juste écouter l'épisode et puis revenez sur la fiche plus tard. La raison numéro 1 qui fait qu'on en veut toujours plus, c'est la comparaison sociale, la comparaison aux autres. On veut paraître, plus riche, plus à la pointe des nouvelles tendances, plus impressionnant que nos voisins. Et la comparaison sociale, c'est un véritable piège dans lequel on tombe tous et toutes étant petits. Avec peut-être un paroxysme au moment de l'adolescence, c'est là où on se compare peut-être le plus aux autres. Et bien ça, c'est très difficile de s'en détacher. J'en parle régulièrement. J'ai acheté des livres non seulement pour moi, bien sûr, pour me faire plaisir, mais aussi un peu pour compléter ma bibliothèque et avoir un truc qui en jette un peu et qui puisse montrer à quel point j'ai même cultivé. Alors c'est bête, je vous l'accorde, et c'est comme ça. J'ai acheté aussi beaucoup de vêtements parce que j'aimais bien l'image de la nana qui arrive toujours à trouver des super fringues dans les magasins de seconde main par rapport à mes collègues ou amis qui, elles, trouvaient jamais rien. J'étais pas plus maligne que les autres, je pense que j'y passais juste beaucoup plus de temps. Donc voilà, on peut vouloir aussi paraître super à la pointe en achetant toujours toutes les nouveautés telles les iPhones ou autres. Alors moi, c'est pas du tout un piège dans lequel je suis tombée. Les nouvelles technologies, ça m'intéresse, mais pas à ce point-là. Je me compare pas aux autres là-dessus, mais je sais que c'est quelque chose qui arrive très couramment. J'en parle même avec mes enfants, mon enfant de 15 ans, qui commence à me demander telle ou telle marque de téléphone. Et c'est vrai que des fois, on veut des choses pas parce qu'on en a besoin, mais juste parce qu'on veut avoir plus ou mieux que les autres. On veut se sentir mieux par comparaison. La deuxième raison qui fait qu'on en veut toujours plus, c'est un petit peu lié, c'est la quête de l'apparence. Donc sans aller jusqu'à vouloir paraître mieux que les autres, on aspire souvent à s'améliorer, à être plus ou mieux que ce qu'on pense être. Pas forcément par rapport aux autres, mais pour nous-mêmes. Et des fois, pour nous sentir mieux dans notre peau, plus belle, plus épanouie, plus cultivée, j'en sais rien, on pense qu'avoir plein d'objets, ça va nous aider. Avoir plein de maquillage ou des dizaines de produits pour la peau, ça va nous aider. Avoir plein de vêtements aussi, accéder à des tonnes de livres sur le développement personnel, ça nous fera forcément nous améliorer, etc. Alors oui, ça peut aider, mais si on les utilise pas, ces produits, si on les lit pas, ces livres, ça sert pas à grand-chose. Et puis, on est souvent convaincu que posséder davantage d'objets nous rendra plus attrayants ou admirés, mais est-ce que c'est vraiment le cas? Donc, ce deuxième souci, c'est la quête de l'apparence. La troisième chose qui fait qu'on en veut toujours plus, c'est cette insatisfaction chronique que l'on a. On ne sait pas toujours apprécier ce qu'on a. Il n'y a qu'à voir avec mes 3 garçons quand ils serrent une part de gâteau, surtout quand ils étaient plus petits, ils avaient toujours l'impression d'avoir pris le plus petit bout, alors que clairement on sortait limite le compas pour être sûr que tout le monde avait la même chose. On croit souvent l'existence d'un objet magique
qui bouleversera tout et que si on n'arrive pas à faire X ou Y, c'est parce qu'on n'a pas les bons outils. Quand on perd 3 kilos, on n'est pas content car on voulait en perdre 5. Quand on arrive à soulever 15 kilos à la gym, on voudrait en soulever 20. Bref, notre cerveau a tendance à se rester négatif sur ce que l'on n'a pas encore, sur ce qui n'a pas eu encore lieu, au lieu de se concentrer sur ce qu'on en a déjà. Donc cette insatisfaction perpétuelle peut être une cause de fuite en avant et de toujours vouloir plus. Une autre raison, c'est qu'on vit quand même dans une société dans laquelle la croissance est mise en avant. On est dans cette société qui nous martèle que plus, c'est mieux. La croissance incessante, c'est le mantra. C'est d'ailleurs une catastrophe nationale quand la croissance n'est pas au rendez-vous. On a des visions d'apocalypse, il n'y a pas de croissance. Et même si on est satisfait de ce qu'on a, on a tendance à en vouloir toujours plus. Et ça depuis le plus jeune âge. Qui n'a déjà pas eu sur son carnet de notes une appréciation peut mieux faire, alors même que les résultats étaient corrects. On nous pousse toujours à faire plus. Alors attention, je ne dis pas que faire toujours plus ou toujours mieux, c'est mal, mais je pense que cette envie de toujours plus, qui nous est inculquée de la petite enfance et par la société en général, ça nous formate à en vouloir toujours plus. La 4e raison qui fait que l'on en veut toujours plus, c'est le marketing. Le marketing est omniprésent et nous invente des besoins. Je vous apprends rien si je vous dis qu'on finit par acheter des choses dont on n'a même pas besoin. Le marketing est partout, à la télé, sur les réseaux, à la radio, dans la rue, sur les panneaux. Les promotions sont constantes, elles arrivent même jusqu'à notre boîte aux lettres et c'est pas forcément facile d'y résister. Le marketing, c'est un outil quand même hyper puissant. Et enfin, la dernière raison qui fait que l'on en veut toujours plus, ou en tout cas une des dernières que j'ai pu identifier, c'est les mauvaises habitudes en fait qu'on prend. C'est juste une mauvaise habitude. Pour beaucoup d'entre nous, désirer plus, c'est une mauvaise habitude pour combler l'ennui ou le stress. On pense que davantage d'objets, ça veut dire davantage de joie, de bonheur, et que plus d'objets veut dire plus de fun, moins d'ennui ou moins de stress. Alors, je suis sûre que j'ai oublié des raisons pour lesquelles on désire toujours plus, mais je pense avoir couvert le principal. Ce serait intéressant, comme je vous ai dit au tout début de l'épisode, de revoir peut-être la liste, elle est imprimée dans la fiche méthode en description, et de se demander quelles sont les raisons qui vous parlent le plus. Une fois qu'on a fait ce travail, qu'on a fait l'état des lieux, maintenant, comment on fait pour en désirer moins ? Comme je vous ai dit en intro, je n'ai pas la solution, la baguette magique, mais j'ai quelques pistes et réflexions qui, j'espère, pourront vous aider. Alors, comment essayer de désirer moins ? La première piste, c'est peut-être de réévaluer nos relations aux autres. Normalement, si on entretient des relations saines avec notre entourage, nos proches, ils ne nous aiment pas en fonction de nos possessions. Il est essentiel d'accepter que nous sommes aimés et appréciés pour ce que nous sommes et pas pour ce que nous avons. Ne pas avoir les derniers gadgets ni une garde-robe qui déborde ne changera rien à l'affection que les gens peuvent avoir pour nous. Alors déjà, les gens ne se rendent même pas compte quand on a peu de vêtements ou peu de gadgets ou toujours la même voiture depuis 10 ans. Il faut arrêter de croire que tout le monde fait attention à ces choses-là. Nous, on est focalisé sur ce qui nous arrive, mais tout le monde est focalisé sur ce qui lui arrive au final. Et c'est pas en ayant plus qu'on sera plus apprécié. Et si vraiment c'est le cas, si on a des proches qui dosent leur affection en fonction de nos possessions, il est peut-être temps non pas de remettre en cause le nombre de nos possessions, mais peut-être la relation elle-même. La deuxième réflexion qui peut aider à désirer moins est de penser à la vraie nature du bonheur. Je sais, ça claque comme piste de réflexion, mais la joie éphémère de la possession et de l'achat ne se compare pas au bonheur durable que l'on peut ressentir dans la vie. Un achat, c'est sûr, au moment où on l'achète, ça nous rend joyeux, peut-être pendant quelques temps, voire directement après l'achat, quelques jours, quelques semaines. Mais au bout d'un moment, cette joie, elle finit par chuter, en fait. Elle est de moins en moins forte. Cette joie-là, de l'achat, de la possession, elle est toujours éphémère. Quand au bout de 6 mois, on voit, je sais pas moi, nos nouveaux écouteurs sur un meuble ou le dernier jouet de notre enfant qui traîne par terre, la joie n'est plus comparable à celle que l'on avait quand on a acheté ces choses-là. Un objet nous apporte de la joie, pas du bonheur. La joie est éphémère, le bonheur c'est quelque chose de plus ancré qui dure plus longtemps. Alors à nous de réaliser que le bonheur ne réside pas dans l'accumulation de biens matériels, mais qu'il est ailleurs, dans les liens concrets avec les autres, dans notre épanouissement professionnel ou personnel, dans les moments partagés, etc. Mais c'est pas dans le nouvel iPhone. Un point crucial pour moi qui nous aide à désirer moins et qui est un lien direct avec le point que je viens d'évoquer, c'est la connaissance de soi.
Pour moi, c'est crucial de se connaître et de savoir ce qui nous rend vraiment heureux lorsque l'on veut commencer sa démarche minimaliste. Pas ce que la société nous pousse à désirer, mais ce qui nous remplit de joie intérieure réellement. Alors, la réponse sera différente d'une personne à l'autre, mais quand on sait ce qui nous rend vraiment heureux, on n'arrête pas forcément de désirer, mais on se met à désirer les bonnes choses, les choses importantes, les choses qui nous sont vraiment essentielles, et on les désire en quantité raisonnée. Le reste, ça devient du superflu et du bruit inutile. Se connaître et savoir ce qui fait partie de notre essentiel, c'est la clé. J'ai d'ailleurs fait un épisode sur ce thème-là. Essayez de trouver son essentiel si vous voulez avoir quelques pistes, si vous êtes un petit peu perdu là-dedans. Là encore, j'ai quelques pistes et quelques réflexions qui pourront peut-être vous aider à trouver ce qui est essentiel à votre bien-être. Une autre solution pour arrêter de désirer toujours plus, c'est de penser aux conséquences de l'abondance. Prendre conscience des conséquences de notre envie de toujours plus, ça peut vraiment aider. Travailler comme une acharnée, à faire des heures sup, à rentrer tard tous les soirs, à se priver de telle ou telle chose, juste pour pouvoir acheter plus d'objets qui ne nous serviront pas ou qui ne nous rendront au final pas plus heureux, est-ce que ça vaut vraiment le coup ? Cette envie du toujours plus a un impact direct sur nos finances et donc sur notre sécurité financière potentielle, mais aussi sur notre énergie, sur notre temps et notre bien-être mental. Sans parler de l'impact écologique et social souvent désastreux qui va de pair avec la surconsommation. Juste parce qu'on voudrait plus. Donc prendre conscience de ces conséquences de l'abondance, ça nous aide, si ce n'est à arrêter cette surconsommation, ça nous met un petit frein quand même sur ce que l'on désire. Une autre solution potentielle pour désirer moins, c'est de stopper la comparaison. Alors c'est difficile, mais c'est important d'arrêter de se comparer aux autres. Notre bonheur ne dépend pas de ce que les autres possèdent ou accomplissent. Et avoir plus ou mieux que les autres, ça ne va pas nous rendre plus heureux si ce que nous avons ne nous correspond pas, si ce n'est pas notre essentiel, si on n'a plus la place physique ou mentale pour tous ces objets. Quelqu'un peut avoir tous les gadgets du monde et il sera très heureux, peut-être parce que ces gadgets-là font partie de son essentiel. Donc c'est pas en piquant l'essentiel de l'autre que nous, on ira mieux. Je passe ensuite au prochain point. Une autre piste de réflexion, c'est de limiter l'exposition à la publicité. Alors c'est surtout un conseil qui marche sur les petits, mais pas que. Quand on était en Nouvelle-Zélande, on n'a pas eu de télévision, donc pas de télé pendant 7 ans. En plus, en Nouvelle-Zélande, il y a beaucoup moins de panneaux publicitaires. Et je peux vous dire que même nous, mon mari et moi, on avait envie d'acheter moins de trucs parce qu'on n'était plus exposés à tout ça. On a beau se croire malin et penser que la pub, ça marche sur les autres. Croyez-moi, c'est pas le cas. Moins de publicité, c'est moins de désir artificiel. Alors le problème, c'est que maintenant, même si on n'a plus la télé, on a quand même les réseaux sociaux et ils sont envahis de pubs, de contenus sponsorisés, de partenariats rémunérés. Et c'est encore plus pernicieux car ces pubs-là sont ciblées et on ne se rend même pas forcément compte que ce qu'on pense avoir envie nous a été soufflé par quelqu'un d'autre. Mais en tout cas, vraiment essayer de se poser la question, est-ce que je veux vraiment cette chose-là ? D'où me vient cette envie en fait ? Est-ce que c'est vraiment une envie profonde ou est-ce que c'est quelque chose qui m'a été soufflé par quelqu'un qui est très très fort en marketing ? On arrive à l'avant-dernier l'avant-dernière piste de réflexion pour essayer de désirer moins, c'est d'être satisfait de ce qu'on a. S'il y avait un truc que j'ai répété à mes enfants depuis 15 ans, à part moins fort et la porte, c'est arrêter de regarder ce qu'il y a dans l'assiette de l'autre. Alors déjà littéralement, quand il s'agit de se partager un gâteau, mais aussi métaphoriquement, quand par exemple, un des frères a eu le droit à un goûter chez le boulanger parce que il était avec moi quand on a fait les courses, ou quand un autre a regardé une série pendant que les autres étaient au sport, voilà, ce genre de choses. Je leur dis, regardez ce que vous avez vous, pas les autres. Si vous êtes satisfait de ce qu'il y a dans votre assiette, ça suffit. Apprendre à être satisfait de ce qu'on a, pour moi, c'est super important. Alors attention, être satisfait, ça ne veut pas dire être résigné. On a le droit de ne pas être content de ce qu'il y a dans notre assiette et de vouloir plus. Mais pas tout le temps et pas vouloir plus juste pour avoir plus. Il faut savoir pourquoi on veut plus et ce qu'on en ferait de ce plus. Mon téléphone, c'est peut-être pas le dernier cri, mais il fonctionne bien. C'est tout ce qui compte. J'ai peut-être pas 5 paires de jeans, mais celle que j'ai me convient parfaitement. Pourquoi j'en voudrais une deuxième ? Et enfin, la dernière réflexion que je voudrais partager avec vous, et qui est pour moi la plus importante pour essayer de désirer moins, c'est de ne pas donner trop de pouvoir aux objets. Ce n'est pas le livre qui vous développera personnellement, c'est le travail que vous mettrez derrière. C'est pas tant le produit qui vous rendra plus beau, c'est votre décision de prendre soin de vous et le temps que vous y consacrerez.
C'est pas le vêtement en plus qui fera de vous le prochain top modèle. C'est la confiance avec laquelle vous portez ce que vous avez déjà. Les changements sont comme les souvenirs, ils sont en nous, pas dans les objets qui nous entourent. Les objets ne sont que des outils, pas des solutions. Alors après toutes ces pistes et réflexions, je voulais finir l'épisode avec un petit défi désintox. Le but est de vous mettre dans une situation qui vous permettra de réfléchir à votre rapport à l'achat et au fait d'en vouloir toujours plus. Le défi que je vous lance, c'est pendant 1 mois, vous n'achetez rien de nouveau. Alors quand je dis nouveau, ça veut dire même de seconde main. Rien de nouveau ne doit rentrer dans votre maison pendant 1 mois. Mais alors vraiment rien, par la nourriture, on est d'accord, mais pas d'objet. Si vous avez un besoin, voyez si vous pouvez faire sans ou faire autrement. À la fin de cette période, faites le bilan et voyez l'impact que cette non-consommation a eu sur vous. Et surtout, contactez-moi pour me dire ce que vous en avez conclu. C'est fini pour l'épisode du jour, j'espère qu'il vous aura plu et qu'il vous aura été utile. Rendez-vous en description pour télécharger la fiche méthode qui reprend tout ce que j'ai pu dire pendant l'épisode. Et si vous avez apprécié cet épisode et le podcast, merci de le partager avec le plus grand nombre et de laisser des cœurs et des étoiles sur les plateformes d'écoute. C'est la meilleure manière de me soutenir dans la création du podcast. Je vous dis à la semaine prochaine et en attendant, n'oubliez pas, vivre avec moi, c'est vivre avec mieux.